Bonjour, bienvenue dans Enquête de région pour un numéro exceptionnel. Mi-novembre débutait une mobilisation contre le prix des carburants. 10 semaines après, avec les Gilets jaunes, la France vit une crise sociale et politique inédite sous la Ve République. Au quotidien, nos rédactions vous ont rendu compte de ces événements et nous avons décidé ce soir d'aller plus loin avec des reportages et des invités pour comprendre ce qui s'est passé et aussi ce qui peut se passer maintenant avec un grand débat qui s'ouvre et une mobilisation qui continue. Avec nous sur ce plateau, pour en parler, pour échanger, Sabrina Morio, bonjour. Bonjour. Vous êtes investie, vous, dans ce mouvement des Gilets jaunes depuis le début? Oui, depuis la première manifestation. Dans la vie, vous étiez, on va dire, prédisposée à manifester ou pas? Qu'est-ce que vous faites au quotidien? Je suis intérimaire. Je suis intérimaire et je travaille essentiellement pour la Poste depuis que je suis intérimaire. Mais j'ai un plus long parcours professionnel, effectivement, ponctué de contrats aidés, ponctué de choses comme ceci. Et je pense être représentative de ce que montrent les Gilets jaunes dans la France d'aujourd'hui. Et vous allez intervenir pendant le cours de cette émission. Merci. Avec nous sur ce plateau aussi Didier Martin, bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes député La République En Marche de Côte-d'Or. Et Jean-Paul Carteret, bonjour. Bonsoir. Vous êtes maire de Lavoncourt en Haute-Saône et vous êtes le président des maires ruraux de votre département et vice-président national des maires ruraux. C'est ça. Vous pourrez donc réagir à ces reportages et nous donner votre sentiment au fil de la soirée. Et cette soirée, nous la commençons avec un portrait en jaune. Céline Roy a 22 ans, elle a été l'une des figures emblématiques du mouvement Gilets jaunes à Vesoul en Haute-Saône. Nos équipes l'ont suivie depuis le début et aujourd'hui, elle souhaite se lancer en politique, vous allez le voir. C'est un reportage de Frédéric Buridan, Philippe Arbès, Thomas Hardy et Camille Cézot. Ah, c'est vrai. Je suis une maman de 3 enfants, j'ai 22 ans, je suis commerciale, je suis la personne lambda, au foyer moyen. Depuis le début de la mobilisation, elle est là tous les jours. Aujourd'hui, avec les autres gilets, elle a appris la nouvelle. Moi, c'est hors de question que j'obéisse à 8 popoles qu'on n'a jamais vu sur une manif. Mes parents sont ouvriers, ma mère était femme au foyer, on n'a jamais connu, on n'est jamais parti en vacances, des choses comme ça. Donc c'est vrai qu'il y a toujours eu cette injustice-là. Pourtant mes parents bossaient. C'est le 17 novembre dernier que tout a commencé. Ce fameux samedi où des milliers de Français ont décidé de se donner rendez-vous sur des ronds-points dans la rue avec un gilet jaune pour exprimer leur mécontentement. Céline était l'une des organisatrices à Vesoul et elle était loin d'imaginer que ce fameux samedi allait modifier le cours de sa vie. Ce 17 novembre, vous êtes surpris de voir autant de monde? Oui, complètement. La veille du 17 novembre, on a fait une réunion en se disant on arrête tout. Parce qu'on pensait être 30 au milieu d'un rond-point, que ça allait pas du tout fonctionner. Donc non, jamais on aurait pensé qu'il y ait autant de monde. C'était le 17 novembre, c'était hallucinant. On s'est retrouvés à 1500 sur un rond-point. Comment on devient porte-parole des Gilets jaunes? On ne devient pas. Je pense que c'est les gens qui disent bon ben voilà, j'ai été la personne qui a fait le 17 novembre, donc c'était logique entre guillemets que ce soit moi qui porte la parole et tout ça. Après il y aurait eu quelqu'un qui me disait t'es pas assez compétente, quelqu'un dans la vraie vie et pas sur les réseaux sociaux, qui m'aurait dit t'es pas compétente, je pense que je suis plus compétente que toi à aller prendre la parole. J'aurais dit mais vas-y fonce quoi. À la tombée de la nuit, on verra qui restera et puis s'il faut rester, on attend sur les gens pour nous ramener des petites couvertures et puis voilà. Vous, le 17 novembre, on voit qu'il y a 3 personnes qui ont déclaré cette manifestation, dont cette fameuse Céline Roy, c'est une jeune femme. Vous êtes surpris de voir ces personnes à la tête de cette manif? Il y a deux leaders officiels de la manifestation. Il y a effectivement Céline Roy, qui sort un peu de nulle part, effectivement, qu'on n'a jamais rencontré auparavant dans la vie publique vésulienne ou saunoise. Et puis il y a un autre personnage qui va disparaître très vite d'ailleurs. Et effectivement, Céline Roy s'impose avec un certain charisme, il faut bien l'avouer, comme étant la porte-parole du mouvement. Pas toujours écoutée, pas toujours, on va dire, respectée dans les consignes qu'elle peut donner ou qu'elle peut improviser. C'est quoi votre force? Je pense que j'ai une capacité d'écoute qui est assez forte. Je peux écouter un jeune de 18 ans comme une mamie de 86 ans et je serais même plus tournée vers la mamie de 86 ans parce que moi je supporte pas les injustices et ce qui se passe actuellement c'est plus que de l'injustice.
Un mouvement qui va s'inscrire dans la durée. Il faut donc s'organiser. Céline prend les commandes. Gérer des gars qui ont 40, 50 ans, c'est pas facile non plus parce que faut pas oublier que les gens ils sont en colère. Donc quand on leur dit bah voilà, il est 17h, faut rentrer chez soi parce que ça devient dangereux, voilà, il y a pas d'éclairage, il y a machin un truc, on s'en prend plein les dents mais faut rester voilà calme. Le dialogue avec la police aussi, les renseignements territoriaux et au final on est faut rester soi quoi. Intervention depuis peut-être une bonne demi-heure ici à Vesoul pour déloger un barrage. Nous sommes le mardi 20 novembre. Les gendarmes mobiles délogent les gilets jaunes sur le rond-point de Noidans-les-Vesoul. Un premier acte qui va marquer les esprits. Là, mais une injustice, mais terrible. Et là, ça a été vraiment le coup de massue. Parce que pacifique, sans armes, sans rien, on distribue des roses blanches aux gendarmes pour dire attention, on est pacifiste, on a rien, on veut pas de confrontation. Et au final, 30 minutes après, on nous gaze à coups de lacrymogène. Ouais, c'était très très dur quoi. Des gendarmes mobiles et un premier rendez-vous avec la justice pour Céline. Elle est arrêtée, conduite au commissariat de police de Vesoul, placée en garde à vue pendant quelques heures. Lui reprocher la non-déclaration de cette manifestation. Devant le commissariat, les gilets jaunes attendent sa sortie. Il fallait un exemple, c'est tombé sur moi, mais c'est pas ça qui va nous arrêter quoi. On sera là. Ah bah oui, ça continue, puis je pense que ça va continuer de plus belle et peut-être plus fort. Et là, j'avais la rage, hein, parce que pour moi, c'était pas normal qu'on fasse ça. Enfin, c'était peut-être pas normal qu'on bloque les gens qui allaient bosser, ça je le conçois totalement, mais c'était pas normal que d'un côté on soit puni parce qu'on manifestait, qu'on disait qu'on n'était pas content, enfin, et c'était pour tout le monde, et surtout que ça se passait très bien. Et ça a choqué beaucoup de gens. Parce que y avait des gens qui étaient pas pour les gilets jaunes, qui au final se sont dit oh là, attends, enfin complètement pacifistes, et au final ils se font gazer, c'est quand même grave. Un épisode qui va renforcer la détermination de Céline et des autres gilets jaunes. Les actions coup de poing se mettent en place, des rendez-vous improvisés comme avec le président du conseil départemental de Haute-Saône, et puis direction la gare de Vesoul, avec un seul objectif, le blocage d'un train de voyageurs à destination de Paris. On décide d'attaquer un peu l'État, en fait, tout simplement, mais à un autre niveau. Alors, moi, j'expliquais, hein, aller brûler des radars ou casser, etc., ça va pas du tout nous apporter parce que c'est nous qui allons repayer via nos impôts, donc ça sert strictement à rien. Par contre, aller bloquer un train, c'est intéressant. Ce train, justement, ce blocage va valoir à Céline un deuxième rendez-vous avec la justice. Une nouvelle convocation au commissariat de Vesoul, et c'est avec tous les gilets jaunes qu'elle s'y rend. À l'extérieur, ils ne le savent pas encore, mais Céline va entamer une nouvelle garde à vue. J'y vais, j'arrive dans le bureau et il me dit « Vous êtes placé en garde à vue à partir de 9h30 ». Bon bah je suis ok, enfin, sans être plus choquée que ça. Par contre choquée parce qu'on m'avait dit que j'allais ressortir quelques heures après, et au final pas du tout. Je pensais pas qu'il y avait certaines personnes qui allaient reprendre le flambeau, je pensais pas qu'ils allaient foutre un tel bordel, et je pensais surtout pas qu'il y ait autant de monde le jour où je suis sortie du tribunal. 24 heures plus tard, direction le tribunal correctionnel de Vesoul. Céline passe en comparution immédiate. Le procureur de la République demande 8 mois de prison avec sursis. Finalement, elle en sera condamnée à 2. À la sortie, ses soutiens de la première heure la réconfortent. Et là, j'étais vraiment en stand-by. Je vivais, mais dans ma tête, j'avais décroché, quoi. On pense à quoi, là? Moi, je décrochais. Je savais plus ce qui se passait. Bon, bah voilà. J'avais entendu ce qu'on me disait, mais je réalisais pas du tout que j'avais plus le permis, que je devais 800 balles à la SNCF. Non, je réalisais pas, quoi. Et je sors, j'ai 200 personnes qui me tombent dessus. Les médias, les machins, les trucs. C'est compliqué. Et après, je rentre chez moi. Et je rentre chez moi, ça va, 1 jour, 2 jours, puis après, je me mets à chialer. Parce qu'au final, on a beau dire, bon, bah ça va, on a beau avoir tout le soutien du monde entier, j'étais seule en cellule. À ses côtés, depuis le début, son mari Johan, qui la soutient, l'écoute et traverse avec elle toutes ces pages d'histoire qui s'écrivent depuis le 17 novembre dernier.
son soutien, ça a été, même encore maintenant. Hein. Enfin, il y a beaucoup de choses où il me tempère un peu, où il me calme, il me raisonne enfin moi je prends beaucoup les choses à cœur. Et lui, il va plus avoir de recul et voilà. Non, mais je pense que sans lui, déjà, j'aurais pas fait un quart de ce que j'ai fait là, sans tomber en dépression nerveuse. Ah, ça a changé, bien évidemment que ça l'a changé. Elle a pris encore plus de maturité vu son jeune âge. Mais non, ça change, ça forge une personne, hein, franchement. Même moi, enfin tout le monde, tous ceux qui avaient vécu sur le rond-point, je pense que, on vivra plus de la même façon maintenant. Avant cette mobilisation, quoi, ça c'est clair. C'est un nouveau combat qui attend Céline maintenant. Le 14 janvier dernier, elle a décidé de se lancer en politique. Elle rejoint la France Insoumise, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon, avec en ligne de mire le calendrier électoral de ces prochains mois et pourquoi pas les municipales de 2020. Allez, Rajoutons que Céline a été convoquée à nouveau par la justice. Il lui a reproché des propos outrageants à l'encontre du préfet de Haute-Saône. Sabrina Morio, la fin de ce reportage, elle nous dit que Céline, elle veut se lancer en politique. Ce qui est tout le questionnement qu'on a depuis le début, vu de l'extérieur sur ce mouvement. Est-ce qu'il est politique? Est-ce qu'il n'est pas politique? Elle est atypique, cette jeune fille, par rapport au reste du mouvement? Je pense. De mon analyse personnelle, en tant que moi-même, Sabrina, Gilet jaune, il y a 3 mouvances visiblement qui se déterminent. Il y a une partie déterminée qui demande la démission sine qua non du gouvernement, de Macron, etc. et la mise en place d'une démocratie participative immédiate. Il y a d'autres personnes qui souhaitent, et c'est ce qui a l'air de se dégager, qui partagent le souhait d'une nouvelle vie politique, mais pas forcément une démission immédiate, qui veulent réfléchir, qui veulent se réunir, qui veulent débattre, qui veulent en débattre ensemble. Il y a des assemblées qui se mettent en place partout, des réunions sur le RIC, mais aussi sur d'autres questions. Et il y a même une assemblée générale, des assemblées générales qui va avoir lieu. Et la troisième mouvance? Et la troisième mouvance, c'est comme cette personne qui veut entrer en politique, qui pense qu'on peut changer la politique en entrant dans celle-ci. Et il y a l'idée de la représentation. Dans votre mouvement, les médias comme nous, tout le monde aime avoir quelqu'un qui en face d'eux. On a eu beaucoup de mal à avoir des représentants et souvent les représentants des débuts ont plus été les représentants de la suite parce qu'ils ont été contestés. C'est aussi ce qui s'est passé de l'intérieur dans ce mouvement souvent. Vous l'avez vécu comme ça? Oui. Toute personne qui s'est mis en avant, mais même sans forcément le vouloir, il y a eu peut-être un petit coup de bâton derrière parce que on n'a plus confiance, tout simplement. On n'a plus confiance à celui qui prend la tête, à celui qui prend la parole. Et à tous les niveaux. À tous les niveaux, on n'a plus confiance parce qu'à partir du moment où une personne porte soi-disant la parole de d'autres, à partir du moment où une personne a un minimum de pouvoir, donc qu'il est élu, que ce soit un financier ou politique, on s'aperçoit qu'à partir de ce moment-là, il n'y a plus de justesse, il n'y a plus de justice. En tout cas, c'est le sentiment que beaucoup de gens partageaient sur ces barrages. On avance un petit peu. Dites-nous, Didier Martin et Jean-Paul Carteret, on en reparlera. Si ce qu'on a vu là, dans ce premier reportage, c'est-à-dire la montée de gens qui protestent, qui veulent autre chose, c'est quelque chose qu'on sentait déjà. Est-ce que les députés En Marche, dans leur marche, quand ils étaient marcheurs, ils l'avaient vu venir ou pas du tout? Soyons honnêtes. Ce mouvement, il a surpris tout le monde. On a conduit un certain nombre de réformes. Et là, à propos de l'augmentation du prix de l'essence, qui était le déclencheur, dans une trajectoire écologique qui avait été déjà anticipée et qu'on accélérait, on a vu ce mouvement se constituer. Je trouve que le reportage, il est intéressant. Parce qu'on voit cette jeune femme, sincère, qui dit il faut d'abord, je ne mélange pas la vraie vie et les réseaux sociaux. Je crois qu'il faudrait y revenir sur le rôle des réseaux sociaux dans le mouvement, parce que c'est tout à fait inédit. Ensuite, elle dit on ne bloque pas les gens qui vont bosser. Et puis, enfin,
suite à ce qui s'est passé. Elle a affaire à la justice et là, elle s'engage en politique dans un mouvement dont le but est de transformer ce mouvement social en insurrection et en mouvement révolutionnaire. C'est pas moi qui le dis, c'est la France Insoumise, c'est ses porte-paroles. Donc on a effectivement une trajectoire intéressante dans ce témoignage. Jean-Paul Carteret, je vous donnerai la réponse après la parole, après le reportage suivant qui va vous intéresser beaucoup aussi, parce que ce mouvement est inédit par les lieux où il s'est déroulé, avec une occupation des ronds-points, d'échangeurs de bord de route. Depuis le 17 novembre, un peu partout en France, des campements ont vu le jour, des installations pour rendre constamment visible le mouvement de contestation des Gilets jaunes, mais également c'était des lieux de rencontre et d'échange. Certains sont presque devenus des communautés. Nous avons choisi de nous rendre à la Charité-sur-Loire pour voir de l'intérieur la vie de ces installations. C'est un reportage de Gabriel Talon et de Romy Ouachuk. Dixième samedi de manifestation à Nevers. Parmi les gilets jaunes présents, un petit groupe de Gaulois réfractaires. Pour savoir qui ils sont, il faut se rendre dans ce qui est un peu devenu, depuis 2 mois, leur village. Pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de faire la Tour Eiffel. Étant donné que nous n'avons pas le droit d'aller manifester sous la Tour Eiffel, sachez qu'à la Charité-sur-Loire, nous allons faire une manifestation non déclarée sous la Tour Eiffel. Sur ce campement au bord de route, pas de lassitude, de l'enthousiasme même. Ils rêvent toujours de construire ensemble, eux qui ne se connaissaient pas il y a encore 2 mois. Faut pas qu'elle soit aussi belle que celle de Paris, ils vont être jaloux. Bah oui. C'est une famille. On a recréé des liens, de la solidarité. C'est une vraie famille. C'est ce qui manquait un peu à la France, de se retrouver, je pense. Quand on se voyait à la sortie des écoles, des choses comme ça, on se disait à peine bonjour. Voilà, ça a créé du lien social. Très bien. Arnaud est cadre en formation professionnelle, mais actuellement il est au chômage. Autour de lui, il y a différentes professions, mais surtout une grande part de retraités. Il semble organisé, déterminé, pourtant ils sont loin d'être des habitués de la contestation et des mouvements sociaux. Vous aviez déjà vécu un moment comme ça avant? Première fois. 42 ans de métier, carrière, jamais fait grève. Et là, c'est demain. Lui, c'est Philippe, chauffeur routier à la retraite. Ici, il a trouvé une nouvelle fonction. On le surnomme le cuistot. Vous êtes hyper organisé en fait. Oui. Bah, il faut, hein. Ça serait pour 2 jours, ça irait. Mais apparemment, ça va durer. Tout ça, ça s'est monté petit à petit? Oui. Les gens sont venus, ils ont apporté, un qui a amené ça, l'autre qui a amené ça. Et tous les soirs, tout est débarrassé, il n'y a plus rien le soir. Point d'orgue de chaque journée, le moment du déjeuner. Là encore, l'esprit gaulois domine, celui des repas des fans de BD d'Astérix. Vous vous imaginez rester là encore longtemps? Oui. Oui. 1 an. Jusqu'aux vacances. Oui, 1 an. Ouais. Mais en fait, ce serait presque dommage que demain le gouvernement décide d'accéder à vos revendications, parce que tout ça va s'arrêter. Non. On continuera, je prends plaisir. Voilà, dans tous les cas, on ne se quittera pas, ça c'est sûr et certain. C'est juste impossible pour nous. On est obligé de se voir, d'être ensemble. C'est vraiment les Gaulois toujours ensemble, la bonne bouffe le midi, on rigole, on mange. Il n'y a pas que des moments festifs sur le campement. Un instant solennel ici, en mémoire des personnes décédées en marge du mouvement. Il y a aussi les discussions autour du feu où chacun raconte ses problèmes de fin de mois, son ras-le-bol des taxes, aussi son sentiment d'être délaissé. Christine, par exemple, elle vit actuellement avec 600 € par mois, une pension de veuvage qui s'arrêtera bientôt. Je travaillais avant dans les vignes et maintenant je ne travaille plus puisque, c'est pas pour être méchante, mais les Roumains, ils nous baissent, admettons, on prend 450 € à l'hectare, eux ils en prennent que 150. En fait, après le boulot, on n'en a plus. Finalement, ça vaut plus le coup d'aller travailler, c'est ça que vous dites? Non, je vais pas travailler pour 150 € à l'hectare. Ou alors, il faut qu'ils revalorisent les salaires. Ouais, c'est ça. Chacun participe à sa façon.
D'accord. Et on vend également des petits gilets jaunes qu'on fabrique nous-mêmes. Il n'y a pas de prix, c'est chacun donne ce qu'il veut s'il veut. Merci beaucoup. Et parmi les gilets jaunes de la Charité, il y a même un Anglais, James, un écrivain installé depuis peu dans la région. Le mouvement français pour lui, c'est le symptôme de l'époque. Je crois que la même chose se passe un peu partout dans le monde entier. Mais pour moi, je crois que le monde entier nous regarde. Parce que pour moi, les Français et les Françaises réagissent très bien. Et ce n'est pas les personnes normales qui font la révolte, c'est les personnes plus âgées comme moi qui font un très grand bruit pour envoyer un message au pouvoir public. Dorénavant, la politique, ces hommes et ces femmes comptent bien s'en mêler, et pas qu'une fois tous les 5 ou 6 ans. Nous maintenant à la Charité on est reçus, alors on rend compte, hein. Nous on nous ouvre les portes, faut voir. On est reçus par tous les élus, tous les élus autour d'une table, et il faut qu'on aille dans leur liste. C'est obligatoire. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'on n'était pas au con, donc maintenant il faut les rejoindre. On leur dit qu'ils aillent se faire foutre. Qu'on allait se présenter, et on ira au bout, et on va la prendre la mairie. Hein. C'est certain, on va la prendre. Hein. Ce soir-là, il quitte le campement, direction la salle des fêtes. C'est la présentation des vœux de la députée La République En Marche de la circonscription, Perrine Goulet. Bonjour. Monsieur Goulet, vous allez bien? On vous souhaite à tous nos meilleurs vœux, déjà pour commencer. Pour cette occasion, vous vous faire des belles fleurs jaunes. Oh, c'est gentil. On est gentil et un beau gilet jaune pour que vous pensiez encore à nous. Oh, mais je pense à vous tout le temps. Bah, c'est parfait. Sur la proposition qu'elle m'avait fait de déplacer les portiques de sécurité à l'entrée de la France pour attraper les camions étrangers. Oui. A priori, ça se heurte à un problème européen. Donc je pense que ça, il faudra qu'on le soulève au moment de la campagne européenne. Okay. Parce que ça fait une discrimination dans la circulation au niveau européen. Mais je trouvais ça intéressant, donc il faut peut-être qu'on regarde sur cette partie-là. Proposer des réformes et être consultés avant les prises de décision, un souhait à l'image du RIC qu'ils réclament et qu'ils obtiendront peut-être. Mais d'ici là, ce samedi matin au campement, c'est le même rituel hebdomadaire. Ça vous va comme ça? Qu'est-ce qu'on fait? On l'apprend seulement? Ça va surtout un peu folklore aujourd'hui, je pense. Ouais. Voilà, ouais. C'est pour détendre l'atmosphère un peu, quoi, tu vois. Déjà, on va se démarquer des cancers, tu vois. Déjà, quand tu vois des guignols un peu farfelus, déguisés. C'est une sécurité, voilà. La sécurité? Oh, il y aura assez de gendarmes, je pense, tout autour de nous. Je vous préviens, si on part en garde à vue, on est mal barré. Allez voir si heureux de se retrouver pour chaque manifestation, on les imagine presque devenir tristes si le mouvement devait s'arrêter demain. On a envie que ça s'arrête, on a envie de rentrer chez nous. Hein. Sachez qu'on ne prend pas forcément du plaisir à être là tous les samedis et toutes les semaines, mais voilà, on n'a pas envie que ça s'arrête parce qu'on a envie de conserver l'esprit d'amitié qu'on a tous ensemble. Et ça se transformera sous d'autres formes, associations ou autres. Mais enfin, on continuera après à se voir. Mais oui, on a envie que le mouvement s'arrête, mais qu'on accède à nos revendications, tout simplement. Impossible de savoir pour l'heure la trace que laissera dans l'histoire le mouvement des Gilets jaunes. Ce qui est certain, c'est qu'il restera pour les Gaulois de la Charité, et pour tant d'autres, une incroyable aventure humaine. Jean-Paul Carteret, vous avez acquiescé en voyant le reportage quand les gens évoquaient le lien nouveau, enfin ce manque de lien. Un maire rural comme vous, il l'a vu venir ça, ce manque de lien actuel dans notre société? J'ai envie de dire d'emblée, ça fait une quarantaine d'années que les maires ruraux tirent la sonnette d'alarme sur le manque de considération pour les territoires ruraux, sur la pauvreté qui s'installe dans les territoires ruraux, puisque la tendance c'est l'exode rural. Et donc la pauvreté continue d'exister. Et au départ, moi j'ai envie de dire, c'est l'art de vivre qu'on vient de voir sur un rond-point, l'art de vivre à la campagne, l'art de vivre des gens dans un village, le lien social que nous... Enfin, pourquoi il n'existe plus? Ça veut dire qu'il n'existe plus? Il existe, mais à la campagne, il existe encore autour du maire. Les gens vont trouver le maire et les gens s'expriment, vivent ensemble à la sortie de l'école, comme vous l'avez dit. Et ce qui s'est passé, j'ai envie de dire qu'au départ, on avait tous un petit gilet jaune dans la tête. Ma mère a 800 € de retraite. J'ai compris tout de suite le souci. J'ai autour de moi des gens qui sont en famille monoparentale, qui ont du mal, qui sont des travailleurs pauvres, comme on dit. On a compris au départ. Et autour de nous, on n'avait pas que des gilets jaunes.
Et on entendait des gens qui disent, ben oui, il y a ça, j'ai ça, et je regarde la télévision, c'est pas du tout comme ça, ce qui se passe en ville, c'est pas pareil. Et donc, on n'a pas été surpris, nous, et c'est pour ça que on a mis en place, on a ouvert les mairies pour recueillir les doléances. Et je peux confirmer là que les gens, ils avaient vraiment envie de parler, de s'exprimer, de dire les choses comme ils le ressentent, comme ils le vivent. Et ça leur a donné envie de parler et de dire les choses, gilets jaunes ou pas. On va y revenir sur ce cahier de doléances. Un mot sur les lieux. Des ronds-points, des parkings, c'est plutôt des lieux vides, c'est des lieux sans histoire. C'est des lieux sans histoire, a priori. Puis ça tourne, pourquoi ? Parce que disons qu'il y a du monde autour, puisque ça arrive dans tous les sens. Je ne sais pas, peut-être vous pouvez nous expliquer pourquoi les ronds-points. Mais voilà, c'était un lieu de rassemblement. Alors en un mot, alors Sabrina nous le dit avant qu'on lance le sujet suivant. Pourquoi Quelqu'un a écrit les ronds-points ont permis aux invisibles de devenir visibles. Les ronds-points, comme Monsieur le maire l'a dit, c'est l'endroit où tout le monde passe à un moment de sa journée, etc. Donc c'est là où nous sommes visibles. C'est là où on peut bloquer pour là où ça a été bloqué. Il n'y avait pas plus de dimension symbolique, il y a plus une dimension efficace que symbolique. Pour les ronds-points, je pense que c'est une dimension effectivement efficace. Pour les parkings, comme vous dites, non, il y a une symbolique derrière le parking d'un grand centre commercial, etc. Bon, déjà, il y a de la place pour se réunir. Et puis, le commerce, etc., tout ce qui va derrière. Et ben justement, il y a la voiture. Hein. Oui. C'est la voiture qui a tout déclenché. C'est les taxes sur l'essence et le gilet jaune, c'est ce qu'on a dans notre voiture. Et c'était tout à fait naturel d'être sur les voies de passage. Et c'est quelque chose qui n'a peut-être pas été vu au moment de ces mesures. Au mois de novembre. En tout cas, pas apprécié sa juste valeur. Les mesures, elles ont suivi en novembre et en décembre. De l'importance. Voilà. Vous parliez des parkings de supermarchés et de l'économie, ça nous amène justement à notre sujet suivant, puisqu'à côté des ronds-points, le mouvement s'est caractérisé par 10 samedis de manifestations. Alors en partie pendant les fêtes de fin d'année, pendant les soldes, avec parfois des affrontements. La fréquentation des centres-villes a été très impactée. Plusieurs associations de commerçants demandent d'ailleurs de l'aide aujourd'hui. Quelles sont les conséquences économiques de ce mouvement ? Réponse en Haute-Saône, dans le Doubs, dans le Jura, avec Amandine Plougoulm et Laurent Brocard. Évidemment pour la productivité de notre pays, par l'État, par la solidarité. C'est une catastrophe. C'est pas une catastrophe pour le commerce, c'est une catastrophe pour notre économie. Le mouvement des Gilets jaunes, ça crée un climat anxiogène, qui n'est pas bon pour les affaires, qui est bon pour personne. L'action, elle consiste à se faire entendre du gouvernement, surtout. Et déranger l'économie, on va dire. Pas l'arrêter, pas l'anéantir, la déranger. Mais rien que le fait de dire que tous les samedis il va y avoir des manifestations, il y a plein de gens qui ne viennent plus. Il y a un mouvement qui a clairement plombé la dynamique commerciale de fin d'année. Non, ça fait absolument pas de mal aux petits commerçants. On ne peut pas parler de situation catastrophique, en tout cas ça ne se ressent pas encore. Bruno Le Maire parle d'une catastrophe. Catastrophe, événement aux conséquences graves, voire irréparables, état qui en résulte, ruine, désastre. On a voulu voir si Bruno Le Maire n'avait pas un peu exagéré. En plein mois de janvier, les chiffres manquent, le recul aussi, sans compter que le mouvement des Gilets jaunes n'est pas non plus fini. Mais ce qui ne fait pas défaut, ce sont les ressentis des gens. Eux, les commerçants, les restaurateurs, les patrons, bref, tous ceux qui de près ou de loin ont été économiquement touchés par ce mouvement. Notre périple commence à Pontarlier, connu pour être un petit Eldorado. La proximité avec la frontière est souvent gage de bonnes affaires. Christian Pillot y a ouvert son restaurant en 2014, le Pergo, au bord de la RN 57. Ces grandes baies vitrées donnent sur le rond-point occupé par les Gilets jaunes le 17 novembre dernier. D'habitude, nous tournons entre 80 et 100 couverts. Sur cette journée-là, 16 couverts le midi. Donc le rond-point était totalement bloqué ? Le rond-point était totalement bloqué, plus du tout d'accès pour personne. C'est vrai que le matin, quand on est arrivé au travail, on s'est demandé vraiment ce qui se passait. Allez-y, je vous en prie, installez-vous. Merci à vous, merci à vous. Ce jour-là, Christian Pillot avait fait le deuil de ses clients. Mais pour une bonne pizza, cette famille d'habitués n'a pas hésité à franchir le pas, quitte à se garer 500 mètres plus loin. Quand ils nous ont vu arriver, c'était un peu surpris de voir des clients, parce que je pense qu'ils s'attendaient à voir personne. Nous, on voulait profiter un petit peu de notre journée et de notre week-end, et puis aussi faire marcher les commerçants, parce qu'on les connaît ici. Donc, il ne faut pas s'arrêter de vivre, il faut continuer à sortir, même si ça peut être compliqué des fois. Alors,
on est à peu près stable. Nous, on ne va pas se plaindre. Franchement, on ne va vraiment pas se plaindre. On a réussi à stabiliser. Pourquoi? Parce que justement, on a élargi un petit peu notre accueil, on a élargi un petit peu nos horaires, ce qui nous a permis un petit peu de combler notre retard. Difficile de trouver l'équilibre financier quand un blocage se prolonge. Ailleurs, en Franche-Comté, c'est parfois ce qu'il s'est passé. Novembre 2018 à Noidans-les-Vesouls. Entre le ballet des Gilets jaunes et le concert de klaxon, l'effervescence fait tourner la tête. Il y en a un qui est resté à l'écart du spectacle sur un petit bout de trottoir juste en face du rond-point. En pleine période de fête, Mathieu Perrault a rapidement déchanté. Son magasin de déguisement a perdu 75% de chiffre d'affaires sur le mois de novembre, 50% en décembre. Aujourd'hui, les vestiges de ces 3 semaines de blocage sont emballés au fond de quelques cartons. Bah voilà, il reste tout ce qui est bonnet. J'en ai vendu un petit peu, mais vous voyez, ça n'a pas beaucoup diminué. Il y a aussi tous les costumes là. Donc là, de Mère Noël, de Père Noël. Alors ça, d'habitude, ça part très bien en direct, donc sur le magasin, en ligne aussi, mais surtout en direct. Donc bah là, j'ai pu en vendre que pendant une dizaine de jours, donc forcément, la période de vente étant diminuée, il en reste énormément. Voilà, et le souci sur ce genre de produit, c'est que des Pères Noël, on n'en vend ni en janvier, ni en février, ni les mois suivants. On n'en vend qu'au mois de novembre et au mois de décembre. Il va falloir que je fasse un très bon carnaval pour m'en sortir. Tandis que certains commerçants font la grimace, les Gilets jaunes avancent avec une revendication, mettre un coup de frein à l'économie. Faites tourner. Merci. C'est le symbole, c'est de bloquer les grandes entreprises, les gros distributeurs, et faire déranger l'économie, on va dire. Pas l'arrêter, pas l'anéantir, la déranger. En matière de commerce, les Gilets jaunes font le distinguo entre les grands et les petits. Leclerc, Super U, Intermarché ou Auchan, les voilà, les enseignes directement visées. Pour les atteindre, il leur a fallu bloquer des plateformes d'approvisionnement, déployer les opérations escargots et mettre en place des barrages filtrants. Ce que nous on n'admet pas, c'est qu'ils bloquent également le rond-point qui est juste là et qui donne accès directement au magasin. Et alors, leurs revendications, on les comprend. Par contre, la cible, elle n'est pas bonne. C'est-à-dire qu'ils s'attaquent aux commerçants. Nous, on a des salariés qu'on doit payer. Aujourd'hui, je mets en doute la pérennité de certaines structures. Ces craintes, les chefs d'entreprise les ont remontées aux organisations professionnelles. C'est des gens qui se posent la question, est-ce que ça vaut le jus de continuer? Parce que là, si ça continue comme ça, on ne va pas s'en sortir. On a peur que ce mouvement devienne un mouvement de guerre civile. On entend ces mots, c'est fort comme mot, un mot comme guerre civile. Et là, l'entreprise s'est dit, mais moi, je n'ai pas les moyens de supporter une crise sociétale, sociale et forcément économique derrière, dans une entreprise où j'ai déjà du mal à la garder à flot. Dans cet océan agité, les petits commerçants aussi ont dû naviguer à vue. Ont-ils tenu la marée, eux que les Gilets jaunes souhaitaient épargner? Après les manifestations hebdomadaires au centre-ville, des vitrines s'affichent en victimes collatérales. Ils mettent tous les petits artisans, les petites entreprises comme nous en danger. Les samedis où il y a eu les manifestations, il y a eu des blocages pour venir au centre-ville. Ils ont bloqué les bus, le tram. La clientèle n'osait pas venir au centre-ville. On a toujours peur des débordements, bien sûr, c'est normal, hein, ça je comprends. Hein. Chaque samedi depuis le 8 décembre, les Gilets jaunes défilent à Besançon. Mais si les clients ont déserté le centre-ville, est-ce vraiment la faute des manifestations? Au-delà de l'impact direct, une route elle est bloquée, les voitures ne peuvent pas passer, peuvent pas aller dans une zone commerciale, là il y a un impact direct. Mais s'il y avait eu que celui-là, il n'aurait pas été, je dirais, extraordinairement. Par contre, ça a généré tout un ensemble d'inquiétudes qui a réduit l'envie de consommer. Avec ce trop-plein de morosité, les consommateurs se seraient donc mis à la diète. Une baisse de régime difficile à avaler pour les petits commerces du centre-ville. Vous vous dites, c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment je vais payer mes fournisseurs? Comment je vais finir le mois? Le mois, et puis les mois qui vont venir. Parce qu'on sait très bien qu'on refait une trésorerie au mois de décembre et que cette trésorerie nous permet de combler les mois creux qui vont arriver. Donc, comment on fait?
Donc ça, oui, voilà, alors je suis pas la seule, hein, mais ça fait des nuits sans sommeil. Cécile Girardet ne crie pas famine, mais les provisions de sa trésorerie s'amenuisent. Elle s'est donc tournée vers sa banque pour trouver une solution. Donc là, 2 semaines quasiment de perdu par rapport à d'habitude. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, moi par exemple, sur mon commerce, ça représente 30% de chiffre d'affaires de perdu. Donc, sur une année ou sur... Non, juste sur le mois. Sur le mois. Sachant que c'est un mois qui est primordial, quoi. Pour préserver sa trésorerie, Cécile a demandé d'étaler le paiement d'une taxe fiscale normalement prélevée en décembre. Son banquier lui a suggéré cette solution mise en place par le gouvernement. Autre mesure prise par le préfet du Doubs, la possibilité pour les commerçants d'ouvrir chaque dimanche de janvier. Ça fait 4 ans que je suis sur le poste ici sur Besançon. Je ne me rappelle pas avoir vu ce type de mesure. C'est assez exceptionnel, effectivement. Exceptionnel et pourtant... Le mois de décembre reste un mois porteur, même s'il a été perturbé par le mouvement des Gilets jaunes, même si les commerces ont subi sûrement une baisse de chiffre d'affaires. Là encore, je n'ai pas d'éléments très précis, très chiffrés à ce moment, à ce stade. Mais la trésorerie est quand même, pour l'instant, plutôt correcte. Maintenant, est-ce qu'elle sera suffisante pour passer les prochaines semaines, voire les prochains mois? C'est autre chose. Les banques restent vigilantes car la situation peut vite basculer. Pour s'en sortir, Sophie Olivier ne s'est pas tournée vers la banque, mais vers la toile. Elle a choisi de lancer une cagnotte en ligne et d'appeler les Gilets jaunes à ne plus manifester le samedi au centre-ville. À la base, on a déjà trop de charges. C'est déjà trop dur d'être indépendant à Besançon ou ailleurs en France. Donc je sais que le problème ne vient pas de là. Par contre, je sais que ce qui a enfoncé le clou, c'est le début des manifestations, c'est sûr, parce que jusqu'au 17 novembre, mais j'arrivais à maintenir ce que j'ai réussi à maintenir l'année dernière. Je crois que ce qu'on vit depuis des années en France, avec les différents événements depuis le clash de 2008-2012, on a épuisé les trésoreries et les marges de manœuvre des entreprises, donc tout est au cordeau. Tout est sur le fil et le moindre basculement rend les choses encore plus difficiles. Afin de ne plus mettre en danger ces commerçants, certains manifestants ont rangé leurs gilets. C'est ici, à Dole, que l'engagement de Fabrice Schlegel a commencé. La figure est bien connue des Gilets jaunes puisqu'il était l'un des leaders du mouvement. On laisse passer. Parce que le plus important dans cette histoire, ça va être l'image. L'image qu'on va donner de nous. Coup de théâtre le 22 décembre lorsqu'il appelle à ne plus manifester. Il refuse de faire partie d'un mouvement qui prend en otage, selon lui, les petits commerçants. À force, on les a impactés quand même. Mais à un moment donné, il fallait qu'on stoppe parce qu'il fallait au moins qu'ils puissent se rattraper pendant les 15 derniers jours de décembre pour au moins pouvoir survivre. Voilà, c'était le sens de mon retrait. Fabrice a rangé son gilet, mais pas ses convictions. S'il n'était plus d'accord sur la forme, il reste d'accord sur le fond. C'est pas une catastrophe d'avoir un peuple qui se lève à un moment donné, qui a le courage de se lever contre l'injustice fiscale, contre l'injustice sociale, contre le pouvoir d'achat en berne. Non, c'est pas une catastrophe, c'est plutôt sain. Après, c'est la tournure que ça prend. Tournure aléatoire selon les endroits, car les commerçants et les gilets jaunes vivent parfois en parfaite harmonie. À Ranchaud, dans le Jura, ces gilets jaunes ont quitté le rond-point et se sont installés sur un terrain prêté par une entreprise voisine. Chaque matin, le rituel est le même. Alain Taillard part se ravitailler à Évan, le village d'à côté. C'est le patron du bar qui nous prépare le café et il nous prépare les thermos qu'on emmène sur le rond-point après. Les gilets jaunes, c'est des coupables tout troués. Les commerçants chutent, c'est de la faute des gilets jaunes. L'État, ça va leur servir en disant on n'a pas atteint l'objectif de la croissance. Donc ça rend service à tout le monde, ça, que vous regardez bien. Tu le sers maintenant qu'il a ramené. C'est sympa. Nous, on n'a empêché personne de passer. Les petits commerçants continuent de travailler. S'ils ont des problèmes, c'est le pouvoir d'achat qui en est la cause. Pas nous. C'est trop facile, il n'y a pas de neige là-haut, c'est la faute des gilets jaunes.
Oui, c'est sûr, on allume des feux, réchauffement climatique. Non, enfin, c'est trop facile, quoi. Les gilets jaunes, ils sont pas là pour tout. Hein. Ils ont pas... Non, non. Avant nous, il y avait déjà des problèmes. On les a pas amplifiés. On a mis le doigt dessus. Certains patrons ont pris conscience de ces problèmes et ont choisi de rejoindre le mouvement. Jean-Marie Veil est à la tête d'une entreprise d'élagage à Besançon. Un patron au profil atypique car engagé. Il a décidé d'arborer un gilet jaune après s'être fait sa propre idée du mouvement sur le terrain. L'information que je peux avoir, c'est en allant voir. Donc en allant voir sur les ronds-points, discuter avec les gens, etc. Et là, j'ai été très surpris, quoi. Très surpris de... Je m'attendais pas à voir cette population-là, quoi. Des gens qui ont des petits salaires, quoi. Que ce soit des fonctionnaires ou autres, des petits salaires, et puis qui s'en sortent plus. Je pense qu'il n'y a pas que le phénomène des petits gilets jaunes qui fait que les gens consomment moins. Je pense qu'effectivement, il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas les moyens de finir le mois. Alors le terme de catastrophe était-il vraiment approprié? Les comptes de la France seraient-ils dans le rouge à cause des gilets jaunes? Sur les plateaux télé, chacun y va de son interprétation. C'est parce qu'il est inédit que ce mouvement ébranle les grilles de lecture habituelles et brouille un bilan économique encore prématuré. Alors on vient d'entendre tous les avis à peu près sur ce sujet. Didier Martin, vous réagissiez pendant le reportage sur un point, c'était le point des violences pendant les manifestations. Oui, on pourra l'aborder après, mais je pense que... Oui, c'est très important. Ouais, tout à fait. L'ordre public doit être respecté parce que, tout simplement, il n'y a pas de liberté sans ordre public. Et les manifestations, quand les casseurs prennent le dessus en fin de manifestation, en fin d'après-midi, c'est pas tolérable. Ça, il fallait le dire malgré tout. Sur le chapitre économique, le bilan, il est peut-être trop tôt pour le faire. Néanmoins, il y a des organismes spécialisés pour le dire. Il y a une perte de richesse sur le produit intérieur brut. Il y aura une perte d'emplois, plusieurs dizaines de milliers d'emplois. Et tout ça, c'est effectivement très dommageable au développement économique. Les commerçants de centre-ville, à Dijon en particulier, chaque samedi se voient très lourdement pénalisés. Et pour cela, il faut qu'il y ait une prise de conscience et de responsabilité de la part des Gilets jaunes. Arrêter d'envahir les centres-villes chaque samedi après-midi, que ce soit Besançon ou Dijon, qui est le lieu de ralliement des Gilets jaunes de toute la région. Sabrina Morio, la difficulté des petits commerçants, vous l'entendez, les gens, par exemple, c'est à Dole, je crois, quelqu'un qui souhaitait ne plus manifester à cause de ça. Qu'est-ce que vous y répondriez en répondant par la même occasion à Didier Martin là-dessus sur les manifestations en centre-ville? Il y a comme une petite odeur d'hypocrisie dans l'air quand même, je trouve. Quid de la consommation s'il n'y avait pas eu ce mouvement? Où est-ce qu'on en serait s'il n'y avait pas eu les Gilets jaunes, ce mouvement des Gilets jaunes? Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui? On n'en sait rien. On parle des Gilets jaunes, on aurait peut-être dû se concentrer peut-être sur ce que paye un petit commerçant, une PME, les taxes, ses charges. Peut-être que ça serait plus juste qu'on commence à parler de ça avant de parler des Gilets jaunes. Si j'ai quelques secondes pour... Mais rapidement, parce qu'on doit parler du grand débat, Sabrina. Je dirais. Oui, non, mais on voit très bien qu'il y a moins d'impôts qui sont demandés par les petits commerçants et les petites entreprises, et puis de l'autre côté, une forte demande sociale qui correspond à plus d'impôts. Donc, effectivement, ce mouvement, il tire à U et à dire. Pour revenir... Vous vouliez dire un petit mot? Oui, je vais juste dire un mot, quelque chose qui n'a pas été dit, parce qu'on évoque... Pourtant, il y en avait déjà pas mal dans ce sujet. On évoque les gilets jaunes qui perturbent les centres-villes, mais certains petits commerces dans les communes rurales n'ont pas pu être alimentés certaines fois. Ça, c'était embêtant. Et un mot, parce que vous représentez les communes rurales, oui. Sur un sentiment qu'on peut avoir dans les grandes villes d'avoir des manifestations de gens qui viennent souvent beaucoup des zones rurales par rapport aux centres-villes. On sait qu'on voit peu de gilets jaunes dans les voitures, plus les villes sont grandes, moins on en voit souvent. On en voit beaucoup plus dans les zones rurales. Est-ce qu'il y a aussi cette, je dirais pas cette agressivité, mais ce rapport compliqué aujourd'hui en France entre les villes qui sont censées réussir et les campagnes où c'est plus dur? Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé au moment de choisir d'aller en ville, mais sûrement que quelque chose se rapproche de ces fameuses fractures que nous dénonçons depuis un moment. Puis en même temps, en allant en ville, on est sûr d'avoir davantage de monde et une manifestation qui mobilise, et comme on l'a vu tout à l'heure grandir, c'est compréhensible quelque part. Ce qui n'est pas compréhensible, et je rejoins M. Martin, ce qui n'est pas compréhensible, c'est toutes ces violences et tout ce qui est cassé. Ça, on peut réclamer, demander
En même temps, puisqu'on arrive au débat, on va en parler. On va en parler. Ça peut vous permettre de dire ce que vous vouliez nous dire sur l'économie, Sabrina Morio, à propos de ce débat justement. Il y a un certain nombre de points qui... Je vais renverser le micro, c'est pas bien. Il y a un certain nombre de points qui sont proposés. Est-ce que il y a des choses qui vous semblent absolument primordiales dans ce débat, qu'il faut aller dire ou pas, parce que vous vouliez nous parler justement de l'économie et des difficultés de vivre d'un certain nombre de gens. Il est bien pour ça, ce débat, ou pas, de votre point de vue? Je pense que ce qui est important de rappeler, c'est qui sont les Gilets jaunes. À la base, c'est un mouvement de travailleurs. La majorité, la grande majorité, grande majorité, ce sont des travailleurs. De toutes sortes. Il y a des travailleurs précaires, il y a des smicards, etc. Pour en revenir à l'économie, j'aimerais expliquer vraiment très brièvement ce qui se passe dans la vie du Français moyen. Vous savez, la base en fin d'année. En fin d'année, après le retour des vacances, je vais dire entre parenthèses, c'est un autre débat, je vais le dire rapidement, la plupart des Gilets jaunes ne partent pas en vacances parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Mais mettons ça entre parenthèses, il y a les vacances. Ensuite, il y a la rentrée scolaire. On va mettre ça entre parenthèses parce qu'on a la rentrée scolaire, on pourrait en débattre, etc. N'empêche qu'on paye la rentrée scolaire. Derrière ça, il y a les impôts. On paye les impôts. Ensuite, il y a les impôts locaux. Moi, personnellement, je me suis pris 140% cette année, à Dijon-Centre. 140%. J'ai tout vérifié, j'ai refait les calculs, j'ai pris 140%. Ça fait mal. Ce qui fait qu'à Noël, alors que l'année dernière, j'avais à peu près acheté 5 cadeaux à mon enfant, cette année, il a eu un cadeau. Parce que je pouvais pas. J'ai pas mangé de gibier, j'ai pas mangé de dinde. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé de particulier dans cette année par rapport à la précédente? Il y a tout ce que je viens de vous décrire, que le français moyen, le gilet jaune, mais le français au sens large, celui de la base, il est durement impacté. Et donc, pendant ce temps-là, qu'est-ce qui s'est passé? La goutte d'eau, l'essence de la contestation. Pendant tout ce temps-là qu'on payait tout ça, tout ce que je viens de vous décrire, ces 4 points, il y a l'essence qui augmente. Il y a l'essence qui, en quelques mois, en quelques semaines... Elle est maintenant moins chère qu'au début du mouvement. Et puis il y a eu des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Je crois qu'il faut pas oublier tout ce qui a été annoncé par le président de la République sur le pouvoir d'achat, sur la pause sur les augmentations de tarifs aussi. Si on veut être juste. Pendant cette fin d'année qu'on vit tous les ans, à la base, je parle de la base de la population, il y a l'essence. L'essence, c'est tout de suite dans notre portefeuille. C'est quand on va à la pompe, hop, on met la carte bleue, c'est directement impacté. Juste un mot, parce qu'on a bien compris ça et on l'a entendu depuis le début du mouvement, sur le fait qu'il y avait aussi l'argument écologique, environnemental, réchauffement de la planète. Vous l'entendez ou pas? Et après, on parle du grand débat parce qu'il nous reste quelques minutes. Mais vous l'entendez ou pas, cet argument? Parce qu'on n'en parle plus du tout. Et au départ, c'était... on se rappelle qu'il y avait, je ne sais pas combien, 70% de Français qui étaient pour des mesures environnementales contre le réchauffement un mois avant le début de la crise. On est bien d'accord, mais c'est toujours le cas. Le gilet jaune, il a envie de changer sa manière de consommer. Le problème, c'est qu'il ne le peut pas. Alors, voilà. Jean-Paul Carteret, ce débat, les maires ruraux avaient commencé avec des cahiers de doléances, souvent, beaucoup. Est-ce que c'est une bonne idée pour vous? Est-ce qu'il faut, vous allez dans votre commune en organiser? Vous pensez qu'il faut en organiser partout et que c'est un moment? Est-ce que c'est rien du tout? Est-ce que c'est une hypocrisie? Ou est-ce que c'est un virage dans le fonctionnement de notre pays? Voilà, on va dire ça. On va vous poser la question simplement. C'est inédit en France. C'est inédit en France et tant que là-haut, ils resteront sur un nuage et que les gilets jaunes resteront sur les ronds-points, on n'avancera pas. C'est ce que nous pensons. Donc le moment est venu de dire les choses. Qu'on soit bien d'accord, quand vous dites là-haut, vous englobez les gens qui sont là-haut depuis longtemps dans notre pays. Depuis longtemps, forcément. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Ce n'est pas le résultat d'une ou 2 années, c'est le résultat de 20 années de manque de considération pour les territoires. Et c'est pour ça qu'on a surtout vu dans les territoires ruraux des gilets jaunes. C'est pour ça, parce qu'à un moment donné, on disait c'est la double peine, mais là c'est l'addition des peines. Pas de transport en commun. Donc, quand il y a 2 personnes qui travaillent dans le couple, c'est la voiture, 2 voitures tous les jours, le carburant, le 80 km/h, enfin tout ça qui s'additionne. Et après, on comprend une colère qui s'est déclenchée, qui a commencé gentiment, on va dire comme ça, puis après qui est montée, qui a grandi. Et d'où cette difficulté. Nous avons recueilli les doléances, où on a entendu la volonté, l'envie de parler de nombreux Français dans nos communes rurales, de s'exprimer auprès du maire. Mais on ne s'est surtout pas mêlé. On a donné les cahiers. Les gens ont rédigé. Nous avons remis à Emmanuel Macron les doléances de plus de 5000 communes en France.
Et nous avons arrêté de recueillir les doléances pour qu'il n'y ait pas de confusion avec le grand débat débat que nous voulons faciliter. Pour les raisons que je viens de vous dire après, je crois que dans 3 mois, le gouvernement sera avec un devoir de résultat devant lui. Alors Didier Martin, vous vouliez réagir? Oui, je crois que les maires, mais aussi les associations, les syndicats, les citoyens ont tout leur rôle à jouer dans ce grand débat. C'est ouvert, c'est inédit. Aucun sujet n'est tabou. Vous avez parlé du pouvoir d'achat, vous avez parlé de la fiscalité, c'est très important. Il y a la façon de vivre, de se loger, de se chauffer, de se déplacer. Tous ces sujets sont ouverts, y compris la vie citoyenne, la vie démocratique de notre pays. Est-ce qu'il y a un danger en creux de ne pas en tenir compte à un point extrême et que ça se retourne contre vous? Oui, et c'est pour ça qu'il y a, je dirais, au niveau national, une organisation qui se met en place pour assurer la transparence des débats, la fidélité de ce qui a été dit dans les débats pour que ça soit porté et bien structuré. Ça ne va pas être simple, mais il faut, et c'est garant du débat national, ils vont exercer tout leur rôle avec les personnes référentes dans chaque département. Le résumé de ce grand débat, c'est la feuille de route du gouvernement jusqu'à la fin de son quinquennat, Didier Martin? Alors, il n'est pas de ma responsabilité de vous dire cela, mais le président de la République a très clairement dit, c'est l'acte 2 de mon mandat, il entend s'appuyer sur cette concertation nationale, sur ce grand débat, pour proposer des changements aux Français. Il aura la responsabilité de choisir la méthode pour faire valider ce changement. Sabrina, bon, il faut qu'elle nous dise, ce qu'elle en pense, parce que, vous allez participer, vous allez aller dans des réunions, vous pensez que c'est une bonne idée, et comment vous jugerez la réussite de ça? C'est 3 questions en une, je suis d'accord, mais il reste 2 minutes, donc c'est pas mal. Alors, vraiment, pour résumer quand même l'ensemble des catégories de personnes, la question n'est plus est-ce qu'on change le système, vraiment je pense qu'on est tous d'accord, mais qu'est-ce qu'on propose et comment le mettre en place? C'est compliqué. C'est compliqué parce qu'on se réunit sans association, on se réunit sans syndicat. C'est compliqué parce qu'en France, on ne sait pas faire. On ne sait pas faire sans syndicat. On ne sait pas faire sans intermédiaires. Un corps intermédiaire qui a des locaux, qui a des moyens et qui a l'expérience de faire des débats, de les instruire, etc. Nous, on apprend. Et ça fait 10 semaines qu'on apprend. C'est long. Déjà, il faut cracher la colère. Parce que nous sommes en colère. Je vous ai donné quelques points tout à l'heure, la fiscalité, nos charges, etc., ce qu'on paye dans la vie de tous les jours. Et cette colère, pour arriver à quelque chose de constructif, il faut qu'elle sorte. Donc plein de réunions qui, dans l'absolu, ne servent à rien, mais juste à cracher ça, pour après arriver à... Je vous dis qu'il nous reste 1 minute. Des doléances. Vous demandez de conclure. Pardon. Vous la question... oui ou non, ça vous semble une bonne idée ce débat? C'est très très important. On a la parole, on a pris la parole. Il faut qu'on continue. Il faut surtout qu'on arrive à dégager des choses claires. Pas forcément qu'on se mette d'accord. Il y a plusieurs mouvances, mais il faut qu'on décortique les choses et qu'on en discute et qu'on les pose sur la table. Eh bien, merci, ça pourrait être une bonne fin. Jean-Paul Carteret, j'aurais aimé vous redonner la parole, mais c'est la fin de notre émission. Merci à vous d'être venus sur notre plateau et merci aux équipes, dans un contexte compliqué, d'avoir réussi à nous raconter l'histoire de ces 10 semaines, pas comme les autres pour notre pays. Bonne soirée, au revoir et merci. Si, c'est bien.